écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Chers auditeurs, nous sommes le 12 mai 2020. Je précise exceptionnellement la date de cet enregistrement parce que nous sommes sortis du déconfinement hier. Nous sommes donc dans un contexte particulier. C'est le 42e podcast de So Sweet Planet et c'est le premier qui est enregistré à distance en raison des obligations que nous avons actuellement. Nous sommes donc dans un état d'esprit un peu particulier, dans une situation inhabituelle, inédite. Bonjour Romain Troublé, vous êtes directeur général de la Fondation Tara Océan et de sa fameuse goélette. Comment allez-vous et comment va l'équipe Tara? Bonjour à tous, bonjour. Écoutez, ça va très bien, personnellement ça va très bien, et l'équipe Tara, écoutez, elle est en télétravail depuis maintenant 2 mois comme, toute la France, et on va le rester encore un peu, quelques semaines encore, et puis à bord de Tara, qui se trouve en ce moment à Paris en escale, on a 4 marins de la fondation qui sont confinés à bord depuis 2 mois. Ah oui, Et confinés qui à bord à Paris, c'est À dommage. Paris, ouais, c'est dommage. Enfin, c'est dommage pour eux, mais c'est aussi dommage pour les Parisiens qui, j'imagine, voient la goélette et ne peuvent pas monter à bord. Ouais, alors il y a pas beaucoup de monde qui passe, et j'avoue que c'est un Paris très silencieux, hein, très bizarre d'ailleurs, hein. On n'entend que les sirènes, passer, mais aucun bruit autrement. Et les oiseaux un petit peu. Et les oiseaux bien sûr, ouais, qui ont repris leur droit. On se rencontre pour parler de Tara, bien sûr, aussi parce que je trouvais que c'était assez pertinent de vous tendre le micro, si je peux dire, bien que nous soyons cette fois-ci à distance, dans ce contexte particulier, parce que le travail de Tara est très pertinent par rapport à l'actualité hors épisode de pandémie de coronavirus, mais aussi par rapport à cette épidémie. On va en reparler puisque tout est lié. Voilà, ce qui m'a semblé intéressant, c'était de tendre le micro à des gens qui font des choses très concrètes, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'envie par rapport au monde d'après. Il y a beaucoup de tribunes, mais il y a aussi on brasse beaucoup d'air. Donc moi, j'ai eu envie de partir en mer avec vous, même si c'est virtuel, pour revenir sur le travail très concret que vous faites depuis des années avec Tara, et concret dans plein de champs d'action différents. Donc vous m'arrêtez si Très mes bien, sources non, ne sont pas bonnes. je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de tribunes qui aujourd'hui voient le jour. Nous-mêmes on s'est posé la question de faire une tribune ou pas, et on a pris la décision de ne pas en faire en fait. Parce que je pense que, enfin, beaucoup de gens prennent la parole, tout le monde a beaucoup d'idées, parfois irréalistes, parfois ambitieuses, parfois rêvées, parfois aussi utopiques, hein. Naviguer dans tout ça pour tout le monde, pour les gens, pour les lecteurs, c'est très compliqué, quoi. Qu'est-ce qui est possible, pas possible? Qu'est-ce qui a une chance de se produire? On a préféré continuer ce qu'on fait d'habitude, et à continuer à s'intéresser notamment aux écoles, et à travailler avec les professeurs dans les écoles françaises. Oui, c'est très important. Donc, Tara, déjà, c'est une fondation, la première fondation reconnue d'utilité publique consacrée à l'océan en France. C'est aussi une goélette. Donc, on entend ce nom pour les gens qui ne sont pas très habitués au milieu de la mer comme moi. Donc, c'est un voilier qui a 30 ans, je crois, hein, Exactement. et, et toute une histoire. La goélette Tara a déjà parcouru plus de 400 000 kilomètres, faisant escale dans plus de 60 pays lors de 4 expéditions majeures, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres expéditions, menées en collaboration avec des laboratoires internationaux d'excellence. Je vais en citer quelques-uns, mais pas tous, hein, le CNRS, le CEA, la NASA, entre autres. La Fondation Tara Océan est observateur spécial à l'ONU et participe activement aux objectifs du développement durable de l'agenda 2030 de l'ONU. Tara, c'est aussi une révolution scientifique autour de l'océan. C'est un véritable laboratoire scientifique flottant qui a fait la une du prestigieux journal de publication scientifique Cell en 2019 et aussi la une de Science en 2015. Tara compte plus de 100 publications scientifiques à son actif. C'est aussi de l'éducation, du plaidoyer. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est née cette aventure Tara et quels en sont au départ les principaux protagonistes?
Ah bah, cette fondation, cette en tout cas cette initiative, qu'on appelle Tara, qui est la fondation Tara Océan, elle est née il y a 18 ans maintenant. Les fondateurs, sont, Agnès B, la styliste de mode et son fils Étienne Bourgois et les 2, aux manettes de l'entreprise Agnès B, du éponyme, hein, de vêtements, qui travaille à travers le monde, enfin surtout en Asie et en Europe, ont décidé de en plus de ce qu'ils faisaient déjà pour l'humanitaire et pour l'art et la création, ont décidé de racheter cette goélette Tara de 36 mètres qui, quand on était petit, s'appelait Antarctica et de le refaire venir en France et de relancer des missions pour essayer de reparler de la mer à la population, aux jeunes et par là aussi soutenir la recherche, soutenir aussi une nouvelle façon de regarder la mer et de l'étudier. Donc Tara, c'est un peu un mouton à 5 pattes, c'est qu'on est à la fois on est en mer et on a les mains dans l'eau salée tous les jours, 280 jours de l'année, hein, chaque année en général, en moyenne, c'est ça qu'on passe en mer. Et puis on est aussi, on contribue aussi aux enjeux à l'ONU, aux enjeux de gouvernance de la mer. Qu'est-ce qu'on va faire de la mer de demain? Comment on l'exploite mieux? Comment on la protège? Comment on fait du développement durable avec tout dans Et cet vous, vous espace êtes marin. arrivé, vous êtes depuis le début Et moi, je suis dans cette arrivé aventure? depuis le début, ouais, depuis le début du projet, il y a 18 ans. J'ai 44 ans maintenant. Je suis arrivé, j'avais 26 ans, et j'accompagne ce projet depuis toujours. J'étais au début tout seul, et puis maintenant on est 20 salariés à plein temps dans cette fondation, en comptant les marins, bien sûr, et puis les équipes à terre. Et vous aviez un parcours, je crois, avant qui vous prédisposait en fait à rejoindre un peu cette aventure? Parce qu'il y avait un parcours à la fois, lié aux sciences et un parcours, lié à la mer? Ouais, moi j'ai toujours grandi près de la mer, hein. Mon père, Bruno Troublé, a été un champion de voile. Il a été aux Jeux Olympiques. Il a fait la Coupe de l'Amérique. Je suis né un peu sur les bateaux de compétition, hein, pas de croisière à l'époque. Et puis j'ai aussi fait moi-même de la compétition à haut niveau. J'ai aussi fait la Coupe de l'Amérique pour l'équipe de France. Et puis au milieu de tout ça, j'ai aussi fait un master 2 de biologie moléculaire, biologie cellulaire, de rien à voir avec la mer, mais en tout cas autour des écosystèmes et de l'ADN et tout ça. Il y a longtemps maintenant, hein, c'était il y a très longtemps ça. Il n'empêche qu'il y a des bons restes et ces restes-là font aussi que je crois la fondation a réussi à dialoguer avec la recherche, avec le monde de la recherche et à se comprendre et à monter les projets qu'on a montés depuis 20 ans maintenant, presque. On peut rappeler quelques chiffres, qu'il y a eu plus de 80 000 échantillons collectés Ouais, on puisque est plus que ça maintenant. Doit être à plus de 110 000, ouais, échantillons, c'est beaucoup, hein, beaucoup de publications aussi et vous avez mentionné 100, mais je crois qu'on est déjà à 130 et puis ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est qu'il y a les publications qu'on a fait nous, mmh. mais ce qui fait vraiment de l'impact en science, c'est quand vous êtes cité dans d'autres papiers. Et depuis comme ça 5 ans, je crois qu'on a été publié sur les données que Tara a mis à disposition de la communauté internationale, donc open access, enfin libre accès, à peu près 200 publications, en plus des nôtres, sur des sujets qu'on n'avait même pas imaginé traiter quand on a collecté, quand on a commencé ces missions. C'est que le début parce que là, on parle d'une mission qui s'est terminée en 2012-2013. Les données qui sont été collectées entre 2013 et maintenant, elles sont encore en laboratoire et elles sortiront dans les mois qui viennent maintenant. Donc on est vraiment au début Ah d'une oui, ça prend longue autant de histoire. temps de traiter tout ça? Oui, on n'a pas fait de la recherche à plein régime en 2014-2015 et début 2016. On a fait 4 missions majeures. Une mission au pôle Nord qui a duré 2 ans presque, qui comprend le changement climatique au pôle Nord. On a aussi fait une mission de 4 ans autour du plancton, cet écosystème microscopique, tous ces microbes de l'océan, auxquels on s'est intéressé. On a documenté, photographié, prélevé, déterminé les séquences ADN aussi. Et puis, effectivement, la troisième mission, qui était une assez importante mission aussi, qui a été consacrée pendant 2 ans et demi à aller étudier les récifs coralliens du Pacifique à travers 30 pays du Pacifique, 30 États insulaires en fait, hein, de la Chine à Panama et du Japon à la Nouvelle-Zélande, hein, et où on a fait 3500 plongées, enfin, on a collecté sur 50 000 échantillons, enfin, c'était une mission incroyable, difficile au niveau logistique et diplomatique, et aussi au niveau risque-prix, on met des plongeurs à plonger dans des coins très perdus de la planète, quoi. Voilà, Mmh. c'était un peu voilà. Et puis la quatrième mission, qui est une mission un peu transversale, qui est la mission de la fondation qui s'intéresse à tous les polluants qui peuvent affecter ces écosystèmes marins qu'on étudie. Et donc le plastique en est un des étendards aujourd'hui, la pollution marine, hein, c'est ce qu'on Oui, voit, c'est la on partie va en imagée de reparler, l'iceberg. oui. Mais à côté du plastique, il y a plein d'autres polluants qu'on ne voit pas et auxquels on va s'intéresser dans les années qui viennent. Donc 100 000 nouvelles espèces marines découvertes, plus de 150 millions de gènes issus du monde marin
découverts. C'est tellement énorme, on a du mal à à imaginer. Il y a eu 2 millions de visiteurs à vos expositions, 70 000 enfants sensibilisés à bord, plus de 100 000 élèves ont suivi les programmes éducatifs développés par la Fondation, 450 professeurs ont été formés et depuis la rentrée 2018, en partenariat avec l'Éducation nationale, 390 classes, soit 6 500 enfants, suivent les programmes de la Fondation Tara Océan en France et à l'étranger, parce que Tara s'est aussi donné une mission importante de sensibilisation du grand public. Donc ça passe par quels moyens et en fait, vous vouliez sensibiliser à quoi? L'aspect, la fondation, c'est explorer pour comprendre et partager pour changer. Et donc on fait des missions pour essayer de comprendre comment cette planète fonctionne et comment ça va changer dans les années qui viennent et quels sont les endroits clés à protéger sur cette planète et sur cette planète océan en particulier. Pourquoi il faut les protéger et sortir un peu les arguments pour convaincre le politique de prendre des décisions en ce sens. Partager pour changer, c'est très important et c'est au cœur de ce qu'on fait depuis 15 ans maintenant. On est rentré par la face nord de cet enjeu-là, c'est-à-dire qu'on s'est tout de suite, dès il y a 10 ans maintenant, avec des gens dans mon équipe, notamment Brigitte Sabar, on s'est intéressé aux professeurs des écoles, et leur donner des outils pour parler de ces enjeux océans, pour parler des enjeux de développement durable, enjeux de la recherche. Qu'est-ce que c'est que l'importance de douter dans notre vie, hein. Il faut douter de ce qu'on lit, il faut vérifier ce qu'on lit, il faut être sûr que ce qu'on lit, c'est vrai. Il faut faire cet effort de critique, en tout cas, qui est l'essence même de la recherche aujourd'hui. Et donc, on a développé comme ça, autour du programme scolaire avec l'éducation nationale, toute une panoplie d'outils pédagogiques pour animer les classes. Et c'est vrai que quand vous êtes en classe et que vous travaillez sur un sujet comme n'importe quel sujet, comme la mesure, comme pourquoi on mesure des choses, par exemple, de ça, vous appuyez sur des documents pédagogiques qui sont liés à une mission qui est au même moment que la classe est en classe, en mer, en train d'échantillonner et qui peut aussi répondre aux questions en live à des gamins. C'est hyper motivant, en fait, pour les enfants à s'intéresser au sujet, à être attentifs à l'école et plus excitant, quoi. Voilà. Oui, c'est plus vivant Ça se passe, et quand ils rentrent chez eux, ils regardent sur Internet ou sur Facebook et ils trouvent les informations de l'équipage en train dans la tempête ou alors en train de faire de la science. Voilà, c'est ça qu'on a voulu faire avec ce projet, c'est de redonner un peu, réenchanter un peu cette science, réenchanter le questionnement. et puis Dire que la relier aussi, relier toutes ces problématiques à nos vies quotidiennes, parce que c'est vrai que ouais, le plus c'est possible. loin pour C'est loin. nous. Alors le plastique est une des façons de le relier très facilement et très directement, et c'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup. Et même les enfants savent très bien de quoi on parle du coup, parce que ce bouchon de lait qu'on trouve large en train de flotter dans la mer, finalement il vient de la cuisine, donc comment c'est possible en fait? Et c'est intéressant, et quand vous donnez les chiffres de découverte, ça montre une chose, ça illustre une chose, ça illustre à quel point on est ignorant en fait. Parce qu'une équipe comme Tara petit bateau avec des petits budgets, qui s'associe avec 40 laboratoires, beaucoup scientifiques en l'occurrence, mais découvre autant, ça veut vraiment dire qu'on ne connaît pas grand-chose, hein. Sinon, on n'a pas découvert autant, en fait. Et que l'innovation, que la technologie, de l'ADN, tous ces trucs-là, là, nouveaux, que peu de gens comprennent aujourd'hui, bah, c'est maintenant à disposition des chercheurs qui s'intéressent à la biodiversité et au climat, alors qu'avant, c'était vraiment réservé à la médecine humaine, parce que c'est trop cher. Voilà. Aujourd'hui, ça devient plus démocratique. Alors vous réalisez, notamment un gros travail de sensibilisation sur le rôle de l'océan dans la lutte contre le changement climatique, parce que pendant longtemps, le rôle des forêts, aujourd'hui, c'est unanimement reconnu dans la lutte contre ce changement Mhm. climatique, mais le rôle de l'océan, c'est vrai qu'en fait, on en parle, beaucoup moins. En fait, l'humanité vit sur un archipel, il y a 71% d'océans sur la surface de la planète, et pourtant on est tous tournés vers la Terre. C'est notre façon d'être, c'est notre humanité qui est comme ça, et on oublie finalement qu'il y a ce volume d'eau qui est gigantesque, où la vie est apparue, où 97% de l'eau de la planète est stockée. Je parle de toute l'eau, l'eau liquide, l'eau gelée, l'eau douce, l'eau salée, etc. Et ben, cet océan, il a déjà absorbé 98% des chaleurs qu'on a émises depuis 200 ans, depuis la révolution industrielle. L'océan est un véritable régulateur de la température sur la planète. Il amène de l'eau chaude au pôle et il ramène de l'eau fraîche à l'équateur, et comme ça, il tempère notre planète. Et donc, c'est un premier rôle très important sur la température planétaire, mais c'est aussi un des enjeux majeurs de stockage de carbone. Vous avez cité la forêt, on cite beaucoup la forêt parce qu'un arbre stocke du carbone et que pour lutter contre le changement climatique, il faut replanter un arbre. Mais l'arbre et la forêt, ça compte pour 50% de toute la photosynthèse qui est faite sur la planète chaque jour. L'autre 50%, finalement, c'est fait par la mer. Et dans la mer, il y a beaucoup j'ai envie de dire, de micro-arbres, des micro-algues, qui font la même chose que les arbres, mais avec une quantité d'algues incroyable.
et qui finalement stocke autant de CO2 que les arbres chaque année, chaque jour qui passe, produit l'oxygène, est une véritable pompe à carbone, qui pompe du carbone de l'atmosphère pour l'envoyer au fond de la mer, dans les sédiments, pour des millions d'années. Et en cela, j'ai envie de dire que là où le cycle d'une forêt, c'est 80 ans, l'arbre pousse, quand il pousse, il stocke du carbone et à la fin, il meurt, soit il tombe et il pourrit. Le CO2 repart dans l'atmosphère, à grande partie. Dans l'océan, quand le CO2 est capté, eh bien, celui-ci reste au fond de la mer pour des millions d'années. Donc, c'est une véritable pompe à carbone de très long terme. Mais en fait, on l'a découvert récemment, ça, ou pourquoi Aujourd'hui, on en a fait si peu de cas? aujourd'hui, quand on dit que c'est pour 50%, c'est une estimation. C'est un consensus scientifique accepté par les scientifiques internationaux. Ça n'a pas été vraiment prouvé. Comment ça marche? Comment ces organismes microalgues stockent du carbone en tant qu'écosystème, hein, pas en tant qu'espèce? Bah, ça, on ne sait pas le décrire encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des espèces clés? Est-ce que si on perd ces espèces un jour, ça ne marchera plus? On ne sait pas répondre à la question. En fait, on est vraiment on a pris conscience de notre inconnu, hein, quand on a découvert tous ces organismes, tous ces gènes, on ne sait même pas à quoi ils servent, hein. On se demande, mais comment tout cela va réagir à un changement climatique actuel, aux stress divers et variés que l'océan, prend? Tara, c'est aussi une approche particulière avec le choix de certaines valeurs, par exemple l'importance du commun, des communs dans l'aventure Tara, puisque donc il y a partager, éveiller, offrir, vous en avez un petit peu parlé, les données en open source. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et au sein de votre équipe et d'où vient ce choix de partager cette envie qui est quand même une approche presque philosophique de tout ce travail que vous faites, d'offrir les données en open source, de faire venir tous ces scientifiques à bord qui repartent dans des laboratoires, qui partagent leurs données. Bon, c'est le propre de la science déjà d'échanger et de Mmh. de publier et de confronter les idées. C'est comme ça que la science avance, c'est comme ça qu'elle doit avancer, qu'elle continue à avancer demain. C'est pour la recherche de la dernière vérité, j'ai envie de vous dire, hein, avec avec ce que l'on sait. Et je crois aussi que l'engagement d'Agnès, en tout cas au départ de ce projet, elle dit souvent l'engagement environnemental aujourd'hui, ce sera l'humanitaire de demain. C'est-à-dire que si on ne fait rien, on va faire face à des catastrophes humanitaires colossales, bien plus importantes que celle du Covid-19, hein, puisqu'elle touchera des millions, si ce n'est pas des milliards de personnes. C'est déjà en cours d'ailleurs, hein, on en C'est en parle au cours, futur, mais oui. bien sûr. Et donc il faut s'engager et il faut s'engager avec le plus de monde possible et le plus de science possible. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de comprendre. Et on a tendance à croire, le grand public, hein, tous dans notre vie de tous les jours, on a tendance à croire qu'on voit tout le monde aller sur la Lune, sur Mars, chercher des trucs dans l'espace. On a tendance à croire qu'on sait tout de notre planète et que finalement, la limite de la connaissance, elle est plus ici, elle a dépassé les frontières de la planète. L'océan, on connaît peut-être 5%, 10% de ce qui vit dans l'eau. Qu'est-ce que ça fait? On a découvert 150 millions de gènes, vous avez dit. Vous et moi, Je l'ai vu sur votre site. vous et moi, on est fait de 20 000 gènes. Il faut 20 000 gènes pour faire un homme et une femme. Donc là, on parle de 150 millions de gènes. À quoi ils servent? Quelles protéines? Quels médicaments demain? On sait rien. Tout ça reste Mmh. encore à faire. On a encore tout ça devant nous. Et pas que quand je dis on, c'est toute la communauté internationale scientifique. Il y a aussi des projets, j'ai vu, de coopération en développement scientifique avec 6 pays en développement. C'est pas au stade de projet, c'est concrétisé. Ah, c'est en cours puisqu'on a eu même Oui? un financement de la France pour le faire, pour initier des projets pilotes. On appelle ça le renforcement des capacités de pays du Sud, de pays en voie de développement. Et aujourd'hui, on négocie à l'ONU le seul traité qui est négocié, hein, au moment où on parle, le seul traité qui est négocié, c'est un traité sur la gouvernance du large, de la haute mer. Tout ce qui se trouve à plus de 300 kilomètres des côtes. Et quand on s'adresse à ces questions-là de gouvernance, et de décider de demain comment on va donner accès à ces écosystèmes, à ces gènes dont je parlais, à tout ça, comment on va partager cette richesse s'il y en a un jour avec, les pays du Sud en voie de développement. Et je crois qu'il y a une urgence importante aujourd'hui à donner les clés à ces pays en voie de développement, à certains de ceux-là, en tout cas les plus avancés, pour aller comme nous, pays du Nord, pays occidentaux, pour aller comme nous en mer, avec des bateaux sophistiqués, avec de la technologie, avec des approches scientifiques qui sont dignes de celles qu'on mène en Europe ou aux US ou en Asie. Donner les clés technologiques, mais aussi les clés éducatives, hein, parce qu'il faut expliquer comment ça marche et comment ces technologies fonctionnent. Et c'est pour ça qu'on a financé avec le Fonds français pour l'environnement mondial la venue dans les laboratoires en lien avec la fondation de 6 postdoctorants, 6 étudiants de 30 ans, 25-30 ans, pour participer aux recherches avec nous et faire en sorte qu'ensuite ils rentrent dans leur pays pour créer des équipes de recherche et continuer à collaborer, mais depuis chez eux et avec tout un pan pédagogique, éducatif dans leur pays. Donc là, ils viennent d'Amérique latine, d'Afrique? D'Amérique latine et d'Afrique, ouais.
Chili, Argentine, Brésil, Togo et Sénégal. Ils vous rejoignent pour combien de temps? 2 ans et demi. Ils font les recherches avec vous sur Ils le participent ils participent au projet de recherche, ils participent à l'analyse des données, on essaie avec eux de mettre en place aussi des nouveaux systèmes de gouvernance, de nouvelles façons de caractériser la mer au niveau politique pour, d'avoir de nouveaux outils pour demain aider à mieux gérer cet écosystème. Donc on essaie de créer des outils qui sont basés sur, sur ce qu'on découvre dans les données Tara Océan et ce qu'on peut découvrir demain quand on fera des analyses, locales, à partir de la biologie de la mer et pas, par exemple, à partir que ce que déclarent les pêcheries, les pêcheurs. Oui, parce que Tara, travaille aussi, donc vous le disiez, à informer les décideurs et avec entre autres un plaidoyer citoyen pour la mise en place de solutions concrètes de gestion durable des ressources marines et d'actions engagées sur la pollution plastique, la gouvernance de la haute mer, l'Arctique et le climat. Sur votre site, on peut lire: «Face au poids des lobbies économiques, nous croyons que les institutions de recherche et les organisations non gouvernementales doivent prendre leurs responsabilités devant les décideurs». Est-ce que vous pouvez nous donner un ou 2 exemples pour que l'on ait une idée de comment ça se traduit en actions concrètes, vos activités auprès des décideurs et quels décideurs? Toutes ces activités de recherche, que celle de Tara, mais d'autres, hein, on n'est pas différent de beaucoup de la communauté internationale. Aujourd'hui, quand une ONG demande à un État de déclarer une zone protégée, de créer une aire marine protégée, par exemple, bien sûr, cette aire marine protégée va avoir des impacts sur l'activité économique locale. Bien sûr, elle va avoir des impacts sur le transport maritime, les énergies marines renouvelables, la pêche, le tourisme, etc., etc. Et pour convaincre la communauté, hein, pour convaincre tous les usagers finalement de cette zone qui va être protégée, de l'importance de le faire, il faut venir avec des données scientifiques. Il faut venir avec des données qui expliquent en quoi c'est important de le protéger, qu'est-ce que ça apportera à la communauté locale de le protéger si on le protège correctement, en quoi c'est durable en fait de le protéger, en quoi ça vient contribuer à l'effort de développement durable du littoral en question ou de la zone en question. Tant qu'on n'arrive pas à apporter ces arguments-là, en fait, on reste des gens convaincus, des croyants, des gens qui sont de bonne volonté, hein, tous. À la fois, quand je dis ça, je parle des pêcheurs, je parle de l'industrie locale, de tourisme, tout le monde a envie de bien faire, hein. Mais je crois que si on n'apporte pas ces données-là, des données un peu pragmatiques et si on se base pas sur cet enjeu, sur cette connaissance scientifique des écosystèmes locaux, on a du mal à faire accepter, en fait. Et on a du mal à faire avancer la politique, en fait. On a du mal à faire, et ce que fait Tara, c'est un peu d'apporter ça, en l'occurrence sur les enjeux de la haute mer, parce qu'on travaille à l'échelle globale. En quoi cette haute mer elle est importante à protéger? En quoi toutes ces espèces qu'on trouve en haute mer sont importantes pour le génie biologique demain, pour la pharmacopée? En quoi cette haute mer est importante pour le stockage du CO2 dans l'atmosphère? Et ça, c'est fait par les organismes. Ça, faut le prouver, il faut le quantifier, il faut arriver avec des chiffres en fait pour convaincre. Et lorsque vous apportez ces données aux responsables politiques, aux Mmh. responsables de grandes entreprises, ou j'imagine que ça ne se limite pas qu'aux politiques, les décideurs. Non, Comment êtes-vous, reçu? Comment est-ce que c'est perçu? Est-ce que ça te dérange ou est-ce qu'il y a un accueil, favorable? Est-ce qu'il y a des actions qui sont enclenchées suite à ça? Comment ça ça dérange, oui, parce qu'en fait, on a tellement attendu en fait depuis des années que maintenant tout ce qu'on rapporte à chaque fois, c'est des mesures urgentes qu'il faut prendre. Et l'urgence, c'est pas ce qui va avec une adaptation sereine à économique au changement, quoi. Et donc, voilà, le fait qu'on aille en 2019, on a passé 6 mois à s'intéresser aux fleuves, d'Europe et à mesurer le plastique qui sortait des fleuves. On peut le penser, hein, tant qu'on le pense, on le pense tous, mais quand on le montre et qu'on calcule et qu'on sort des chiffres, là, ça devient concret et on se dit: «Ah alors là, il faut faire quelque chose parce que c'est un vrai problème». On dérange à la fois, on dérange, mais à la fois aussi, on aide aussi à convaincre parce que vous soyez, chef d'entreprise avec des actionnaires, que vous soyez, ministre avec, des citoyens ou des électeurs ou un président au-dessus de vous, vous avez besoin de convaincre. Vous avez besoin de gagner des arbitrages, face, au monde économique, vous avez besoin de gagner des arbitrages, face à la croissance d'une entreprise, et pour ça, il faut des éléments pour convaincre. Et ce qu'on essaie de faire avec Tara, c'est ça, c'est d'amener des éléments au débat, de façon pragmatique, hein. Tara n'est pas politique, hein, la fondation Tara n'est pas politique, elle est apolitique en tant que dans le sens noble du terme et elle amène des faits, le plus possible de faits, prouvés, vérifiés par la communauté internationale scientifique, le plus possible. Alors c'est très long, c'est parfois pas assez concret, pas assez rapide, pas assez waouh, mais ça me semble beaucoup plus solide sur le long terme.
Voilà, le travail que vous avez fait sur les fleuves, c'est assez concret quand même parce que donc je précise pour ceux qui nous écoutent, il y a pas mal de reportages, que vous pouvez voir sur, YouTube de ces missions que vous avez réalisées sur différents fleuves en allant faire des tests avec des petites nasses en amont des villes et en aval pour montrer, le taux de, je ne sais pas si je vais bien Microplastique, expliquer, mais de plastique dans les fleuves avant que le fleuve, mmh. passe dans la ville et à la sortie de la ville. Et donc évidemment, on s'en doute tous qu'il y a plus de plastique à la sortie mais après, on se demande, mais finalement ce plastique, qui arrive au sein des villes à se déverser dans les fleuves, il arrive d'où? Parce que les gens ne vont pas tous jeter leurs Non, déchets plastiques dans les fleuves. Donc comment tout ce plastique arrive dans les fleuves pour arriver finalement dans la mer, dans les proportions que vous avez pu, prouver qui sont juste, phénoménales et affligeantes? bah, ça fait 10 ans qu'on s'est rendu compte, ça fait 10-12 ans qu'on s'est rendu compte que le plastique était en mer, hein. Ça fait 5-6 ans que la recherche s'intéresse à ce sujet. Mmh mh. Ça fait 2 ans qu'on s'est rendu compte que le plastique, il y en avait dans les fleuves, parce qu'on a tendance à voir du plastique en mer. On a du mal à se demander d'où il vient, en fait. On a du mal à se dire: «Mais ça vient d'où, en fait?» En fait, ça vient des fleuves, ça vient de nos territoires, ça vient de Oui, c'est pas notre les ruisseau qui quelques passe gros devant chez soi. bateaux qui déversent leur, Non. Et c'est pas le littoral non plus, donc mmh, ça mmh, coule par je dirais les veines de nos continents qui sont les fleuves, hein. Et aujourd'hui, quand on me demande: «Mais alors attends, ça vient d'où et où est-ce qu'il faut qu'on mette des politiques publiques en place pour arrêter telle ou telle pollution?» En fait, on n'en sait rien parce que c'est très compliqué de prendre un plastique dans la mer et de savoir d'où il vient. Quel produit, quelle chaîne de valeur, quelle zone géographique. Pour ça, il faut faire des mesures, toute l'année, dans ces fleuves. Donc nous, on est passé faire une photo sur 10 fleuves européens pour voir si on voyait des mmh mh. différences, une photo, au sens figuré du terme, hein, de ce qu'on pouvait trouver comme source de pollution comme pollution, pardon, en amont des grandes villes et en aval des grandes villes. Et on a longtemps cru que le plastique finalement se fragmentait une fois arrivé en mer avec l'effet des vagues et des UV, du soleil. Et en fait, on s'est rendu compte que le microplastique était déjà en amont des grandes villes comme Londres, comme Hambourg, comme Le Havre et Rouen. Il y a déjà beaucoup de microplastiques, hein, et beaucoup de microplastiques qui se trouvent sur les berges aussi, énormément, hein, énormément. Et alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça demain? C'est un enjeu de d'où vient ce plastique? Qui vient de partout, hein, de notre comportement, de le fait aussi qu'en France et dans beaucoup de pays de la planète, hein, toutes les usines qu'on a sur le territoire sont près d'un ruisseau. Pour la simple et bonne raison, c'est que on n'a toujours jamais trop su quoi faire de tous ces effluents dans l'histoire de l'industrie. C'était comme ça, on avait des résidus qu'il fallait se débarrasser, il y avait pas d'entreprise qui pouvait les reprendre, il y avait pas de traitement possible, et donc tout ça partait finalement à la mer, tranquillement dans le ruisseau, et donc c'est pas de remettre en question tout ça qu'il faut se faire, c'est comment on fait de moi à partir d'aujourd'hui, comment on a conscience de ça, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à trouver des solutions communes, qui sont à la fois viables économiquement pour que les gens continuent à pouvoir, vivre de leur travail, et à la fois, viables, environnementalement pour que la société demain, notre planète demain continue à donner ce qu'elle nous donne. Et cet équilibre-là, il peut être trouvé qu'ensemble, entreprises, ONG à mon avis, en dialogue entreprise, ONG, État, et je crois que c'est ça qu'il faut arriver à mettre en place. Un dialogue serein entre, les erreurs, les limites de ce qu'on fait, les solutions possibles, le moins pire d'abord, trouver des champions qui décident de prendre en main le problème et au niveau de leur entreprise et de leur périmètre, de dire: «Bah, moi je peux faire ci, moi je peux faire ça, moi je peux valoriser ça, je peux éviter des mes produits, je peux les récupérer après pour en faire de nouveaux produits». Enfin, toutes ces questions en fait, il y a pas la solution miracle. On a rêvé qu'on pouvait nettoyer la mer avec des bateaux, mais ça c'est on rêve. Il faut des solutions où en fait finalement c'est complexe, et il faut le faire à plusieurs, il faut autour de la table et puis se mettre d'accord, pas être d'accord parfois, Est-ce que vous voyez apparaître des pistes de solutions, par exemple sur cette problématique précise-là dont on parle? Ou est-ce que pour l'instant il y a que les problèmes sur la table? Ah oui, il y a beaucoup d'entreprises qui se mobilisent, d'où l'importance de communiquer et d'avoir des campagnes de sensibilisation. C'est que finalement le consommateur a un pouvoir dingue. Nous avons tous un pouvoir démesuré en fait, on s'en rend pas compte. Quand on sort notre carte bleue ou l'argent de notre poche, on décide finalement ce qu'on veut. On décide, on fait un choix politique, quand on dépense notre argent sur ce qu'on n'achète pas, les produits qu'on veut, les produits qu'on veut pas, et ça, il faut que tout le monde en ait conscience en fait, et en fait, Oui, parce que très peu de gens pour en ont qu'il y ait conscience. choix, faut que les gens soient informés Bien de sûr. ce qui se joue dans Et puis, alors aujourd'hui, on est face à une prise de conscience, je pense, de la population sur ce pouvoir-là. L'industrie n'a pas encore donné beaucoup de solutions en face, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de choix finalement, hein. Quand on veut acheter un truc bien, bah, parfois il faut chercher longtemps pour trouver un produit qui a fait mieux que les autres, qui est moins pire que les autres, hein. C'est un peu le moins pire aujourd'hui. Mais moi je crois que c'est une question de survie pour les entreprises.
Parce que le monde qui arrive et le monde qu'on voit aujourd'hui, c'est le monde qui sera demain. C'est-à-dire que nos enfants sont éduqués comme ça. La génération qui arrive va consommer différemment de la nôtre et que si le monde ne se change pas, ne voit pas ça, ils vont disparaître au profit de nouveaux arrivants qui auront compris dès le début l'enjeu et qui ont pris des mesures, dans leur ADN, dans leur raison d'être d'entreprise, que c'est pas que de vendre du matériel ou des produits, c'est aussi de vendre des produits qui sont bons pour l'environnement, bons pour la santé. C'est vers ça que les gens vont se tourner. En tout cas, j'espère vivement que cette crise du Covid actuelle, qu'on vient de passer là et qui j'espère est presque derrière nous, j'espère, ne changera pas cette façon de comprendre. Je pense qu'on a tous pris conscience de l'importance de notre santé quand même dans tout ça. Pour moi, ce qui ressort de la crise aujourd'hui, c'est vraiment, finalement, dans tout ce que je fais de toute ma vie, qu'est-ce qui est le plus important finalement? C'est la santé en fait et d'avoir des proches qui disparaissent, des proches qui nous quittent, à cause d'une maladie, des soignants qui meurent en soignant des gens. C'est notre guerre à nous, quoi. C'est la 3e guerre mondiale, de notre génération. Enfin, c'est-à-dire que, je sais pas, pour moi, c'est un choc majeur et je pense pas du tout rêver en pensant que le monde on sera jamais plus comme avant, quoi. Après, quelle forme ça prendra et jusqu'où ça ira, j'en sais rien. Mais par contre, je pense qu'on va vraiment changer de façon de voir la vie, quoi. J'espère. Je sais pas, on entend tout. Il y Ouais, a ouais. ceux qui pensent que vraiment ça va changer, d'autres qui pensent que ça va, Vite revenir comme avant, oui, faut se rattraper. pire qu'avant, là, j'entendais ça, hier soir, C'est possible, donc mais il y a pas que les gouvernants qui ont la main là-dessus. Il y a pas que les scientifiques qui ont la main là-dessus. Il y a pas que les ONG, c'est tout le monde. c'est C'est ça qui est bien tout de le rappeler, monde. oui. C'est les enfants dans les classes qui posent des questions, c'est les Mmh. enfants qui posent des questions à leurs parents, c'est qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on achète, qui on met au pouvoir et cetera et cetera. C'est quand même le peuple qui a la main quand même. Il faut pas Mmh. l'oublier et on a Et tendance puis souvent à croire qu'on est insignifiant, et mais impuissant, non, non. 1 + 1 c'est pas 2, c'est 3 quand on est ensemble. voilà. Et là, justement, par rapport à ça, dans cette crise majeure, il y a aussi la prise de conscience que notre vie est très fragile parce qu'on a tous vu partir des gens qui n'étaient pas forcément dans ceux, qui étaient classés parmi les plus vulnérables et qui ont été emportés, très brutalement, donc cette fragilité de la vie et aujourd'hui, tout ce qui est mis en avant par le travail de gens comme vous, c'est-à-dire vraiment rééveiller à ce que c'est la biodiversité, sortir de ce matérialisme effréné, revenir à un peu porter attention à la vie, à l'interdépendance, aux écosystèmes, à la biodiversité. Vous avez travaillé beaucoup aussi sur la biodiversité. Dans l'océan, en quoi est-ce important la biodiversité? Pourquoi c'est important de l'étudier, de la préserver? Quels sont vos axes d'études? Comment vous parlez de ça, Mmh. au grand public, aux enfants? Parce que quand on parle du plancton, de la biodiversité, c'est pas des choses très attrayantes. C'est des mots un peu barbare, ça englobe énormément de choses et en même temps, c'est pas très concret, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? La biodiversité, on vit grâce à elle. On digère grâce à elle. On a dans notre corps humain, des cellules qui sont à nous, qui sont les cellules du corps humain et puis on a 10 fois plus de cellules qui sont dans notre corps, qui sont pas à nous, qui sont des bactéries, qu'on héberge. On est des symbioses, des écosystèmes ambulants en fait, hein, nous tous là. On est une biodiversité de tous, et on vit grâce à elle. C'est-à-dire que si elle est endommagée, si elle a des problèmes, on est malade. Si elle est plus là, on ne digère plus, on meurt. OK? Entre autres. Cette biodiversité-là, elle est on a l'équivalent dans la mer en fait. Et comment la mer arrive à recycler le CO2? Comment la mer arrive à recycler le nitrate, à recycler l'oxygène, à produire autant de protéines, autant de poissons, qu'on empêche aujourd'hui, et ben, c'est parce que cette biodiversité est là. Tout ce petit peuple, j'appelle ça le petit peuple des océans, qui sont faits de virus, de bactéries, de micro-algues, de zooplancton, des petites, bestioles qui les mangent. Tout ce petit peuple, il nous rend un service, c'est un espèce de bouillon de culture en fait, hein, qui fait tous ces services en fait. C'est un peu de la magie, hein, quand on prend ça comme ça. C'est comme c'est de la magie que notre intestin, digère avec d'autres, copains, hein, qui font ça. Il faut bien se rendre compte que tout ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce microbiome, ces microbes, cette biodiversité invisible là, elle est partout. Partout, 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 partout. C'est un réservoir de gènes, c'est un réservoir d'évolution, comme le disent nos scientifiques avec qui on travaille beaucoup. C'est là que la vie s'est développée, qu'elle a évolué, qu'elle continue à évoluer d'ailleurs. Et si on perd cette biodiversité-là, si on perd quelques-unes de ces espèces, qu'on se rend compte qu'il y a des espèces qui sont clés, dans tous ces écosystèmes. Si on perd une espèce clé, bah, finalement, c'est tout l'écosystème qui s'effondre. Alors on perd parfois des choses belles, hein, des beaux mammifères, mais aussi on perd parfois des espèces qui sont clés dans les mécanismes de tous ces services qu'on a mentionnés là. Donc il faut vraiment prendre la biodiversité comme moi je prends ça comme un tout quoi. Je me dis mais
Finalement, la vie, c'est la biodiversité. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. Et c'est pas parce qu'on a souvent illustré la biodiversité en mettant des belles baleines, en mettant des tigres qui disparaissent, des mammouths qui ont disparu, mais ça, c'est pour faire comprendre de l'enjeu de la biodiversité, mais c'est pas que parce que c'est beau, c'est parce que c'est très utile à nous tous, en fait. Et on a souvent tendance à oublier, en fait, que voilà, de comment on est fait nous. Et finalement, si mon microbiome est malade, je suis malade. Si la nature et toute cette biodiversité est malade, et ben, je suis malade aussi. Parce que, on est tous liés, il y a qu'une seule santé sur cette planète. Et je crois que c'est aussi simple que ça, en fait. Et je crois pas qu'il faille s'intéresser en particulier à une espèce. Bien sûr qu'on peut s'intéresser à une espèce, qu'on peut être passionné par un pivert ou par un oiseau ou par des poissons, par des dauphins, et je l'ai été et je le suis parfois aussi avec mes enfants. Mais je crois que c'est un tout, en fait. On peut pas séparer l'une de l'autre. Et toutes les espèces interagissent entre elles. Et rendez-vous compte, dans un litre d'eau de mer, il y a plus de 10 milliards de virus. Et là, on a un petit Covid-19 Oui. qui nous met à terre une humanité tout entière. Et moi, ce dont je suis quasiment certain, c'est que des Covid, des coronavirus, il y en a d'autres, hein. Il y en a plein. Et il faut se le dire, hein. Il faut se le dire, il faut le savoir. Il faut savoir que cette nature, on la connaît pas encore. On la surexploite et on l'abîme. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est allé trop près. On s'est trop rapproché de certaines espèces et on a chopé cette maladie-là. Mais d'où l'importance de faire de la recherche, hein, parce que plus vous avez séquencé l'ADN de virus de toutes sortes, plus vous avez une base de données incroyable, un catalogue de données sur ces virus, plus vous avez une réponse rapide à un antivirus, à un médicament. Plus vous avez un catalogue, une encyclopédie des virus la plus fournie possible de ce qui existe sur la planète, plus vous trouvez des drogues qui vont combattre ce virus parce qu'il ressemble à un autre qu'on a combattu avant, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que ces derniers temps, la recherche est passée un peu en arrière-plan des priorités, la recherche fondamentale. Et je crois que plus que jamais, on a besoin de savoir, en fait. Et on a besoin de savoir parce qu'on a besoin parce que tout le monde nous pose des questions et parce que le public pose des questions. Mais comment ça se fait qu'on ne sait pas? Avec tout ce qu'on paye comme impôt, avec tout ce que, voilà, tout le monde s'étonne. Tout le monde a cru qu'on était, comme vous dites, qu'on était invincible, qu'on avait maîtrisé la nature, qu'on était au-dessus de tout ça, que l'espèce humaine s'émancipait du règne animal. Rien que le fait que d'appeler la nature nature, ça veut dire qu'on se sépare nous-mêmes de la nature en faisant ça, avec ce mot. Eh ben non. Eh ben on est fragile et là où on est très fort, c'est aussi parfois la plus grande faiblesse, c'est que ce virus circule à une vitesse folle dans la population, avec une facilité folle. Ah oui, c'est impressionnant, hein. Impressionnant. De voir les images, puisqu'on peut les maintenant, à notre époque, contrairement aux épidémies précédentes, on voit tout de suite, en 1 heure, on voit des images de toute la planète, du monde entier. On voit les gens confinés partout, on voit les gens avec Ouais. des masques partout, on a les chiffres des morts et des contaminés qui tombent tous les jours de partout dans le monde, enfin quasiment partout. Il y a des zones, moins touchées. Mais, je trouve intéressant aussi dans ce que vous dites parce que par rapport, au plastique, où vous disiez qu'il y avait des idées un peu folles d'imaginer qu'on pouvait nettoyer, les océans par rapport au virus, on peut trouver des médicaments, des antivirus. Et maintenant, on voit de plus en plus 2 grandes tendances de pensée, si je peux dire, qui vont s'affronter. C'est-à-dire ceux qui ne remettent pas du tout en ça me fait penser aussi par rapport au déclin des abeilles, des recherches pour trouver des petits robots pollinisateurs pour remplacer les abeilles. Donc, au lieu de travailler en amont sur notre responsabilité et toutes ces causes que l'on a créées et voilà, non, on est encore à essayer de travailler uniquement sur les conséquences, sachant que, les mêmes causes vont produire les mêmes effets et Ah que, ça, c'est sûr. effectivement d'autres coronavirus vont arriver et que si on ne revient pas à un peu porter attention et choyer ces équilibres fondamentaux de ces écosystèmes, de la richesse de cette biodiversité que vous venez de décrire avec ces milliards de petits organismes vivants. Donc tout cet équilibre qui fait qu'on reste en vie, c'est un miracle quasiment, mais on Bien sûr, considère ça comme c'est un normal. miracle, bien sûr. On La bonne santé est un miracle. Ah mais donc c'est oui, bon d'ailleurs, les virus sont indispensables à la vie, hein. Les virus sont indispensables à la régulation des populations, au transfert de gènes, à la biodiversité. Les eh virus ont oui, contribué énormément dans l'histoire de l'évolution, à prendre des gènes d'un côté, les mettre dans une autre cellule, de transférer comme ça des mmh, informations d'une espèce à l'autre. Ils sont indispensables et donc l'idée c'est il faut surtout pas se dire qu'on va nettoyer les virus de la planète, hein. Il y a plus de virus, il y a plus non plus de vie, je crois, hein. C'est bah toujours oui. pareil, c'est le puzzle qui Mmh mh. tient à tout, quoi, hein. Cette magie-là, hein, Mmh. qu'on d'ailleurs qu'on
Certains estiment que cette magie est tellement magique que c'est une œuvre divine, hein, mais elle peut aussi s'expliquer par la science. À la fois, je pense qu'il faut trouver une nouvelle façon de rechanger notre logiciel, hein, de comportement, de consommation, de vie, de conception de la vie aussi. On a pété un peu les plombs. Hein, et à la fois, je pense quand même qu'il faut continuer à préparer les catastrophes parce qu'elles vont arriver, parce que il faut se dire qu'elles vont arriver, parce que tout ce qu'on a fait depuis 50 ans, c'est lancé. La boule est lancée en fait. Hein. Dans les choses positives, quels sont les résultats de Tara dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? C'est compliqué à sortir un résultat comme ça. Moi, ce dont je suis le plus fier avec Tara, c'est le fait d'avoir inventé une nouvelle façon de comprendre la mer, une nouvelle façon d'aller étudier la vie, quoi. Et je crois que ce qu'on a fait là, et toute la connaissance qu'on a générée, qui aujourd'hui appartient à l'humanité, hein, tout entière. Hein. Pour moi, c'est ce que je suis le plus fier. Hein, c'est aujourd'hui, c'est la difficulté de l'écologie, parce que le mot écologie, c'est un mot scientifique au départ. L'écologie, c'est l'étude des écosystèmes. C'est pas politique l'écologie au départ. Et l'étude d'écosystème, c'est très compliqué parce qu'en fait, ça demande à comprendre l'écosystème, à ce qui l'entoure, quelles espèces on parle, des spécialistes de chaque espèce, des technologies qu'il faut maîtriser pour aller s'intéresser à ça. Et donc, en fait, c'est une véritable art de mettre ensemble des gens qui n'ont jamais, jusqu'à maintenant, ou peu été mis ensemble pour discuter. Et les mettre ensemble derrière une même question. Et ça, c'est au crédit des scientifiques qui ont été engagés avec la Fondation depuis 10 ans maintenant, au crédit d'hommes et de femmes qui sont ouverts à l'autre et qui ont essayé d'aller comprendre ce que le physicien voisin, qui n'est pas biologiste, il comprend, il a envie de comprendre de ma biologie et ce que que le biologiste a envie de comprendre de sa physique. Et je crois que ce qu'a, en tout cas, encouragé Tara, je ne dis pas qu'on l'a inventé, hein, parce que là-dedans, on n'est pas tout seul, ce qu'on a encouragé avec cette fondation et ce petit bateau qui forçait la collaboration, en fait, hein, et ben c'est ça, c'est de mettre en place des projets internationaux, globaux, d'envergure, d'écologie, de comprendre notre planète, la documenter, en sortir des certitudes. On n'en est pas encore là, mais on va y arriver, à essayer de mieux comprendre comment ça va changer, à quoi il faut s'attendre. Et si on avait pu prédire qu'on aurait, certains beaucoup ont prédit qu'il y aurait une pandémie un jour. Hein. Si on avait pu s'attendre plus particulièrement à cette pandémie, à la prédire davantage, on aurait eu beaucoup moins de morts, on serait beaucoup plus protégés. Comme vous dites, c'est traiter les conséquences, c'est pas traiter. On aurait peut-être pu s'intéresser d'ailleurs en ayant conscience de ce qui allait arriver, on aurait pu s'intéresser davantage à la cause aussi. Je suis d'accord avec vous. C'est maintenant beaucoup de gens disent ça sert à rien, c'est trop tard. On me demande souvent est-ce que c'est pas trop tard. Et ben moi j'ai deux enfants qui ont 10 ans et 7 ans. Le jour où j'ai eu ma première fille, je me suis mis à réfléchir le monde à un siècle, et pas à ma vie à moi à 40 ans, mais plutôt à un siècle, à sa vie à elle en fait. Mmh. Et d'un seul coup, j'ai pris conscience de tout ce qui est en train de se passer, du monde de demain, comment on peut changer ça, comment être engagé au jour le jour pour. On peut être engagé pas forcément les ONG, hein, engagé dans une entreprise, dans la politique de son village, de sa ville, de sa communauté, dans l'entreprise pour convaincre ses collaborateurs ou ses patrons ou ses actionnaires de s'engager sur cette voie-là. C'est toute une question à la fin, c'est une question entre deux personnes. Qui arrive à convaincre l'autre? Et je crois qu'on est tous capables de ça, en fait. Et voilà. Et voilà ce qu'on essaie de faire avec Tara, avec Agnès B, avec Étienne Bourgois depuis 20 ans maintenant. C'est ça. C'est bien se rendre compte qu'on a tous les moyens de changer le monde, en fait. De changer le monde de demain. À condition de se donner le temps de le faire et de vérifier que toutes les étapes intermédiaires sont bien franchies. Pour revenir un petit peu là avec la pandémie de Covid-19, on assiste, justement à un retour en force du plastique, à une explosion. Là, j'ai vu passer plusieurs articles dans The Conversation, dans Le Monde, Une catastrophe. à une explosion de la production et de la consommation de matériel plastique à usage unique. Le dernier rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement, publié en 2019, insistait sur le fait que la pollution plastique représente l'une des principales menaces environnementales de la planète. Donc vous avez beaucoup travaillé sur ces microplastiques que l'on retrouve dans les océans. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette actualité, brûlante là du plastique qui revient en force, À la fois c'est indispensable parce la vie de certains en dépend. Oui, Beaucoup de gens et pas dépendent des seulement des masques. il y a eu une mise en évidence là dans les 2 articles que je citais, du fait que les lobbies derrière essaient de faire, reculer toutes les lois qui sont passées depuis 2-3 ans par rapport à limiter justement la production de plastique à usage Ah bah, unique. oui, oui, c'est là ce qu'on voit depuis 3 semaines, un mois, c'est une catastrophe, dans les ministères et cetera. On voit à quel point,
c'est là qu'on se rend compte des arbitrages, en fait, dont je parlais tout à l'heure, de le convaincre, d'avoir force de conviction. C'est là où on se rend compte qui est le plus fort, en fait, qui a le plus gros muscle. Hein. Et aujourd'hui, clairement, entre un pétrole qui est descendu à 30 $ le baril, dans le plastique quasiment gratuit, et puis cette urgence sanitaire de protéger tout avec du plastique, il y a plein d'arguments pour dire, mais c'est fantastique, le plastique est fantastique, on continue ouais. Et tout ça au moment même où le tri en France, à cause du Covid d'ailleurs, a pris un coup dans l'aile, hein, parce que le centre de tri était à l'arrêt, parce que les gens étaient protégés en confinement. Donc tout ça est assez effrayant. Je pense qu'il ne faut pas lâcher les avancées qui ont été obtenues avec cette loi anti-gaspillage de fin 2019. Les décrets sont en cours de rédaction. C'est maintenant que tout se joue. Hein. C'est la guerre, elle se passe dans les couloirs, dans les coulisses. C'est maintenant que chaque mot, chaque phrase, ça se joue dans chaque virgule, chaque mot dans les décrets. Donc faut pas lâcher. Nous, on est engagés là-dedans. Tous les jours, j'ai 2 personnes de l'équipe Tara qui passent leur temps à discuter avec toutes les ONG et toutes les entreprises et les différents comités interministériels et ministériels pour expliquer qu'il y a un enjeu majeur qui dépasse cette Covid, qui dépasse le court terme, qui dépasse et qu'il faut surtout pas lâcher. Mais vous avez aussi un statut d'observateur à l'ONU par Ouais. rapport aux objectifs de développement durable. Donc comment ça se traduit dans vos activités? Alors, on est observateur sur l'enjeu océan seulement, bien sûr. On peut prendre la parole 2 fois par an à l'ONU, au sein du Conseil économique et social de l'ONU, qui s'appelle le Conseil ECOSOC. On a pris la parole avec des scientifiques qu'on a mis à la tribune. On a pris la parole à plusieurs reprises déjà sur des sujets où on avait un truc à dire, hein, parce qu'on n'a pas tout le temps à dire en fait. Hein, on essaye beaucoup d'éduquer aussi les négociateurs, qui sont des juristes et des avocats, aux enjeux de la biodiversité. C'est quoi la biodiversité? Et à quoi ça sert? Pourquoi il faut la protéger? C'est pas que économique, hein, c'est aussi la santé, c'est beaucoup de valeurs extra-financières d'ailleurs qui sont pas comptées aujourd'hui. Et donc on essaie de plaider pour ça au sein de l'ONU. Et à l'ONU, il y a les textes négociés, puis il y a aussi toutes les discussions avec les États en bilatéral, avec les négociateurs pour essayer de convaincre, pour essayer de jouer notre rôle de balancier en fait, hein, entre une économie et l'envie de progrès que l'humanité porte, et puis l'importance que ce progrès soit durable, parce que pour que ceux d'après puissent en bénéficier d'une planète comme nous on a pu en bénéficier. Donc c'est de l'archi bon sens en fait. Hein. Je crois que moi je suis pas un militant, je suis le père de mes enfants quoi. Et c'est tout ce que je suis en fait. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que ça rend pas militant, ça, Bien sûr, justement? ouais, bien sûr, je suis militant en tant À la en fois tant que d'avoir père à la fois d'enfant, ouais. Mmh. tout ce que vous avez sous les yeux avec toutes les recherches et tout le travail que vous faites et en même temps justement d'être parent. Est-ce Ah que bah c'est si, pas si, hein, faut y croire, hein, quand on a le nez dans le mmh, quand on a le nez dedans comme je l'ai avec la fondation et tous les scientifiques tous les jours à ce qu'on découvre, il faut y croire. Mais moi, mmh, je crois beaucoup en la capacité de l'humanité à changer, à rebondir, à réagir, j'y crois beaucoup. mmh. Pas que par Vous la y technologie, hein. Quand Oui. on voit les initiatives qui ont été développées là, déployées là pour des initiatives collaboratives, pour trouver des solutions pour protéger les soignants, protéger les patients, notamment une à laquelle j'ai participé, personnellement. Et quand on voit l'engagement de ces gens, et le fait qu'on a réussi à casser les barrières entre ONG, entreprises, industrie, État, scientifiques et tout, on voit le meilleur en fait. À la fois on voit le meilleur de l'humanité et à la fois on voit aussi des gens qui pensent qu'il faut vite se refaire les poches et vite revenir au monde d'avant parce que c'était mieux. Bah, je crois va falloir accepter de vivre avec l'incertitude en fait. Et quand on est marin, on vit tout le temps avec l'incertitude. On ne sait pas ce qui va arriver en mer. Mais je crois qu'il va falloir qu'on revive tous un peu, apprenne à revivre avec un peu d'incertitude en fait, dans nos vies, dans où va demain, prendre des risques un peu plus que ce qu'on Mmh. a l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Pas Alors facile, comment? facile à dire, difficile à faire. On va bientôt terminer. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aujourd'hui à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient ne plus se sentir, aussi impuissants par rapport à l'évolution, inquiétante de notre planète, qui aimeraient se sentir un peu plus acteurs? Mmh. Moi, je dis souvent ça, hein, souvent, bah, les gens disent: «J'ai à mon niveau, j'ai pas d'impact, que ça peut changer si je fais un compost dans mon jardin». Beh, si le voisin le fait aussi, puis si le voisin d'après le fait aussi, puis si la ville d'à côté le fait aussi, puis si le département et cetera, bah, on va revaloriser du nitrate et on va faire autre chose avec, plutôt que le foutre dans les incinérateurs ou plutôt que le gaspiller, quoi. Et donc je dis souvent, il y a 3 choses, hein, qui sont dans nos mains de citoyens, surtout quand on a la chance de vivre dans un pays comme la France, qui est un pays quand même, quand on voyage un peu comme j'ai pu le faire en bateau, la France est un pays, c'est une utopie ce pays. C'est nulle part ailleurs, il y a un pays équivalent à la France. On se rend pas compte à quel point on est Non, privilégiés. non, pas Non. du tout, du tout. Et donc
On a le pouvoir d'acheter des choses qui sont celles qu'on veut et de se documenter, de se renseigner. On a un pouvoir gratuit de raconter d'encourager nos enfants à se poser des questions comme ça. Et c'est ce qu'on fait avec Tara tous les jours, c'est de dire: «Regardez tout ce qu'on a découvert. On croyait qu'on savait tout, en fait on sait rien et il y a tout ça encore à faire, il y a tout est à imaginer. Le monde de demain dépend de ce qu'on fait aujourd'hui, dépend de ce que vous allez faire de vos vies, aujourd'hui». Tout ça, c'est dans nos mains, en fait. Jamais oublier ça. Donc éduquer les enfants, c'est les éveiller à ce genre de sujets sans encore une fois, en leur donnant envie, pas en disant: «Tout est foutu, on a tout foutu en l'air, qu'est-ce qu'on va devenir?» Et puis on est en démocratie, on a la chance d'être dans une démocratie, une vraie démocratie, je crois, j'ose croire encore, et donc on peut voter et on vote pour qui on pense c'est important de voter et il faut pas voter pour le court terme, il faut voter pour le long terme et je crois que c'est donc finalement on a toutes les cartes en main en tant que citoyen. On croit qu'on n'a pas d'impact, mais on a toutes les cartes en main. Absolument toutes les cartes en main pour influer sur la politique, pour influer sur, l'industrie, sur l'éducation, sur, la prise de conscience collective, c'est ça qui est super. Eh ben, ouais. Voilà une note, positive et optimiste pour terminer Oui et puis je crois et que 2 degrés seront toujours mieux que 3 degrés. Moins de baleines tuées sera toujours mieux que plus de baleines tuées. Enfin, il y a pas c'est pas blanc ou noir le futur. C'est, comment on fait pour qu'il soit le mieux possible, quoi. oui, puis c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, le monde de demain, dépend de ce qu'on fait aujourd'hui. Complètement, à 100 à C'est 100. simple, mais c'est ça. Donc Donc c'est dans nos mains, c'est ça que je veux dire. C'est oui, vraiment dans nos mains. c'est dans nos mains. Ça me semble une très belle conclusion pour, aborder ce déconfinement maintenant Restez et couverts. puis cette nouvelle période parce que c'est de toute façon un podcast, qui va rester d'actualité, je pense assez longtemps et j'invite, tous nos auditeurs, on va mettre les liens à aller, vous découvrir un peu plus sur votre site internet de Tara Océan et sur votre chaîne YouTube aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources et il y a beaucoup de ressources, gratuites pour l'éducation, pour les parents, pour les enfants, pour tous les citoyens qui s'intéressent et qui ont envie de prendre les choses en main. Voilà et puis surtout dites-vous bien que ce Covid, on n'est pas sorti. Il faut vraiment éviter à tout prix de se reconfiner et donc c'est vraiment ça le risque. C'est ça le risque et c'est pour ça qu'il faut mettre sa masque. Il faut faire attention. Bien, message reçu. Merci beaucoup Romain Troublé, très bonne continuation. Au revoir, à bientôt. J'espère, à une prochaine et j'espère que j'aurai l'occasion dans des temps meilleurs, de venir, vous voir sur, cette superbe goélette Tara. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.